exploration de Taïwan aujourd'hui. Officiellement, c'est la République de Chine, hein. Exactement. Une île vraiment fascinante en Asie de l'Est. Bon, on connaît pour la technologie, mais il y a aussi toute cette histoire, cette situation politique très spéciale. Hmm. Et puis, une densité de population incroyable. C'est l'une des plus fortes au monde. Ah oui, alors pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur les infos principales d'un article Wikipédia, assez complet. L'idée, c'est d'avoir une bonne vue d'ensemble. Géo, histoire, économie, statut international et la culture, bien sûr. Un bon programme. Alors, pour commencer tout de suite, même le nom Taïwan, d'où ça vient au juste? Parce qu'on entend aussi Formosa parfois. Oui, tout à fait. Alors, Formosa, c'est portugais. Ilha Formosa, la belle île, c'était les navigateurs portugais au XVIe siècle qui l'ont appelé comme ça. D'accord. Mais Taïwan, ça semblait venir du nom d'une tribu autochtone, les Taïwan. C'est un nom que les Hollandais, au XVIIe siècle, ont rencontré et qui a fini par s'imposer, quoi. Surtout sous la dynastie Qing, après. C'est intéressant, ça montre déjà les différentes couches d'influence en fait. Complètement. Et ces couches, elles remontent loin. L'île, elle est habitée depuis, au moins 25 000 ans. Ah, quand même. Oui, mais les ancêtres des peuples autochtones qu'on connaît aujourd'hui, qui sont liés aux Austronésiens, eux, ils sont arrivés il y a environ 6 000 ans. L'arrivée des Chinois Han, c'est bien plus tard. Oui, c'est plutôt XVIIe siècle, c'est ça. Avec les Hollandais. C'est ça, principalement à partir du XVIIe, sous les Hollandais. Il y a eu aussi une petite présence espagnole, au nord, brièvement. Et puis, faut pas oublier le royaume de Tongning. Ah oui, Koxinga. Voilà, Koxinga, un État pro-Ming avant que l'Empire Qing n'annexe l'île en 1683. Et après cette période Qing, un autre gros changement, hein. 1995, la cession au Japon. Et oui, après la guerre sino-japonaise. Et là, c'est 50 ans de domination japonaise, ça a laissé des traces évidemment. En bien et en mal, j'imagine. Ben oui, le Japon a modernisé pas mal de choses, les infrastructures, l'industrie. Mais bon, la population locale, elle, était clairement traitée comme citoyenne de seconde zone. D'accord. Et ensuite, après la Seconde Guerre mondiale? Alors, après la défaite japonaise en 1945, l'île retourne sous contrôle chinois, celui de la République de Chine. Et puis, le tournant majeur, 1949. La fin de la guerre civile chinoise. Exactement. Victoire des communistes sur le continent, et le gouvernement de la République de Chine, le Kuomintang, se réfugie à Taïwan. Et c'est là que s'ouvre une période un peu paradoxale, non? Parce qu'on a le fameux miracle de Taïwan, la croissance économique qui décolle dans les années 60, Oui, une croissance fulgurante. mais en même temps, l'île est sous loi martiale jusqu'en 87. Comment ça a pu coexister, ça? Une économie qui explose et un régime autoritaire. C'est une très bonne question. En fait, faut voir le contexte. La menace de la Chine populaire juste en face. La guerre froide. Tout ça a servi de justification au Kuomintang et à ses alliés comme les États-Unis pour maintenir un régime fort. Une question de sécurité, en gros. Voilà. Et cet autoritarisme, il a permis de mener des réformes économiques très dirigistes, mais hyper efficaces. La réforme agraire d'abord, puis l'industrialisation à fond pour l'export. La stabilité politique, même si elle était imposée, elle a attiré les investissements. Pendant que les demandes de démocratie étaient mises sous le tapis. C'est ça, elles étaient réprimées. Mais ensuite, la levée de la loi martiale en 87, ça a ouvert la voie à une transition démocratique assez exemplaire finalement. Avec la première élection présidentielle au suffrage direct en 1996. Et l'économie, elle a continué à se transformer pendant ce temps. Ah oui, complètement. On est passé d'une économie plutôt agricole à une puissance industrielle et technologique. L'acier, les machines, l'électronique. Et puis alors, le secteur clé aujourd'hui, les semi-conducteurs. TSMC, évidemment. Bien sûr, TSMC, leader mondial. Et c'est devenu un enjeu géopolitique majeur, à lui tout seul. Mais il faut aussi souligner l'importance des PME, les petites et moyennes entreprises. C'est vraiment elles qui font tourner une grosse partie de l'économie taïwanaise. Impressionnant. Mais cette puissance économique, elle s'inscrit dans ce contexte politique international super compliqué. On peut essayer d'expliquer un peu cette histoire ROC contre RPC. Oui, c'est le cœur du problème, si on veut. D'un côté, t'as la République de Chine, la ROC, qui gouverne Taïwan et quelques îles autour. Celle qui s'est réfugiée là en 49. Voilà. Et de l'autre côté, sur le continent, t'as la République populaire de Chine, la RPC, Pékin, quoi, qui dit « Taïwan, c'est une province chinoise, c'est à nous ». Et la RPC demande aux autres pays de choisir, en gros, de ne reconnaître qu'une seule Chine. C'est exactement ça.
Et comme la plupart des pays ont choisi de reconnaître Pékin, eh ben, depuis 1971, la ROC, donc Taïwan, ne siège plus à l'ONU. Ce qui explique le peu de relations diplomatiques officielles, c'est une dizaine d'États seulement, plus le Vatican, c'est ça? Oui, c'est très limité officiellement. Mais attention, ça n'empêche pas Taïwan d'avoir énormément de liens non officiels, très très solides, avec plein de pays, via des bureaux de représentation, des sortes d'ambassades déguisées. D'où les noms bizarres comme Chinese Taipei qu'on voit aux Jeux Olympiques ou à l'OMC. Bah oui, c'est un des compromis trouvés pour que Taïwan puisse participer quand même. C'est pragmatique, quoi. Et sur l'île même, comment ça se traduit politiquement? Il y a des camps différents sur cette question d'identité, de relation avec la Chine. Oui, traditionnellement, on parle de deux grandes coalitions. La Pan bleue, historiquement issue du Kuomintang, plutôt attachée à une identité chinoise et qui n'exclut pas une réunification, mais sous certaines conditions très strictes. Mhm. Et puis la Pan verte, qui insiste plus sur une identité propre à Taïwan, une identité taïwanaise, et qui penche plutôt vers l'indépendance formelle. Cela dit, il faut nuancer. Ah, Oui, parce que dans les faits, la grande majorité de la population, et même des politiques aujourd'hui, ils sont plutôt pour maintenir le statu quo. Ni indépendance formelle immédiate, ni réunification. On navigue. d'accord, c'est une position d'équilibre en quelque sorte. Et la culture dans tout ça, comment elle reflète cette histoire hyper riche et cette situation actuelle? Ben, c'est un mélange fascinant. La base, c'est la culture chinoise Han, bien sûr, vu les vagues d'immigration, mais elle s'est mélangée avec les cultures des peuples autochtones qui étaient là avant. Il y a toujours des communautés autochtones actives d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et puis, il y a eu l'influence japonaise pendant 50 ans. Ça a laissé des traces. Et une grosse ouverture sur l'Occident, sur le reste d'Asie. C'est très dynamique. Le musée national du palais à Taipei, c'est un symbole de ça, non, avec tous ces trésors chinois. Ah oui, c'est emblématique. Une quantité incroyable de trésors impériaux chinois qui ont été emmenés là en 1949. C'est une part de l'histoire chinoise conservée à Taïwan. Et la culture au quotidien, j'ai entendu parler des KTV, le karaoké. Ah, le KTV, c'est une institution. Mais il y a aussi les supérettes, les convenience stores. Ouverts 24/7, on y trouve tout. Et puis la nourriture. Les marchés de nuit, le thé aux perles. Exactement. La street food est incroyable. Et puis, un truc peut-être moins connu, le baseball. C'est le sport national là-bas, une vraie passion. Intéressant. Et sur le plan social, il faut aussi mentionner la légalisation du mariage pour tous en 2019. C'était les premiers en Asie. Ça montre aussi une société civile très active, assez progressiste sur certains points. Donc, pour résumer, Taïwan, c'est un millefeuille historique, une économie super pointue, une culture métissée et cette situation politique unique au monde. C'est exactement ça. C'est cette complexité même qui fait son identité, je crois. C'est un lieu de convergence assez exceptionnel. Alors, la question qui reste, c'est où est-ce que tout ça mène? Comment cette belle île, pour reprendre le vieux nom, va naviguer dans les prochaines années? Avec cette identité multiple et cet avenir politique, disons, incertain. C'est une question qui laisse à réfléchir.